Je suis ravie d'être avec vous ce matin. C'est vrai que c'est un peu inhabituel pour moi ce type de présentation spatiale et mobilité en tant que telle, mais je vais vous expliquer pourquoi et le grand plaisir que j'ai eu à la préparer pour être avec vous ce matin. Donc effectivement, moi aujourd'hui et depuis le 1er janvier, donc c'est un poste récent, je suis directrice du développement durable et de la performance au CNES. Je suis professeure des universités à l'origine. J'ai une première partie de carrière à l'Université de technologie de Compiègne où j'ai enseigné essentiellement la communication scientifique, puisque j'étais directrice du laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales de l'Université de Compiègne et où j'ai travaillé avec des élèves ingénieurs pendant beaucoup d'années sur les modalités du partage des connaissances en matière scientifique et technique, et en particulier les enjeux citoyens de ce partage de connaissances. Et c'était un grand plaisir. J'étais spécialiste des technologies de participation citoyenne sur les problématiques environnementales. Ensuite, je suis rentrée j'ai été nommée à la Commission nationale du débat public, qui est une autorité administrative indépendante, un peu comme le CSA ou la CNIL, que vous connaissez sans doute mieux, et qui s'occupe d'organiser des grands débats publics sur des projets d'infrastructure ou des grands projets qui ont un impact sur l'environnement. Et à ce titre, j'ai fait pendant 2 ans des débats publics sur l'enfouissement des déchets radioactifs à Bure, un grand moment de ma carrière, sur des éoliennes offshore, sur des grands linéaires. Et donc, ça a été pour moi une entrée un petit peu dans mes terrains d'études, parce que c'est le sujet que j'avais beaucoup travaillé, une entrée dans l'univers autour du gouvernement, puisque c'était installé au ministère de l'Environnement à l'époque. Et ce qui m'a mis un premier pied au sein d'un environnement plus institutionnel. C'était assez rapide, mais ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, Ségolène Royal est arrivée, c'était un peu avant la COP 21, au ministère, et m'a demandé de prendre la direction du commissariat général au développement durable, qui est une direction d'administration centrale du ministère de la Transition écologique, qui s'appelait à l'époque ministère de l'Environnement, parce qu'on était juste après le barrage de Sivins et que le président Hollande avait demandé à Ségolène Royal de faire un grand texte de loi sur la participation citoyenne pour éviter que les choses se reproduisent, et que voilà, j'étais un peu spécialiste de ces questions. Et au titre de commissaire général au développement durable, j'étais aussi déléguée interministérielle au développement durable, et à ce titre, sous la responsabilité du Premier ministre. Et j'ai été en charge, alors que les Nations Unies venaient d'adopter l'agenda 2030 du développement durable, et donc cette grande politique, stratégie internationale à laquelle tous les États de l'ONU ont adhéré pour mettre en œuvre le développement durable dans toutes ses dimensions. Et c'est un programme qui s'applique, l'agenda du développement durable, l'agenda 2030, s'adresse à tous les pays, pas seulement aux pays en voie de développement. Donc, à ce titre, la France a bien sûr ratifié l'agenda 2030, et j'ai été chargée par le Premier ministre de mettre en œuvre l'agenda 2030 en France et de développer la stratégie nationale de développement durable pour la France à l'aune de la mise en œuvre de cet agenda 2030, ce qui était, je suis intarissable là-dessus, donc je vais m'arrêter, mais en tout cas, ce qui était une évolution importante en matière de stratégie française pour le développement durable. Et c'est à ce titre, effectivement, que j'ai été beaucoup à l'ONU, au COP, etc., et que j'ai eu grand plaisir de croiser Patrick. Parmi les nombreux sujets que j'avais en responsabilité au commissariat général, j'avais en particulier des sujets énergétiques, plus sous un angle d'études, puisque le commissariat général fait des études beaucoup, et qui servent de base notamment à l'évaluation des politiques publiques. Et j'avais sous ma responsabilité tout le service statistique ministériel du commissariat général, c'est-à-dire 280 personnes qui produisent de la statistique publique pour du reporting international sur toutes les questions environnementales, logement, transport notamment, fiscalité environnementale, toutes les problématiques afférentes à la biodiversité et aux problématiques climatiques. Donc, toutes ces statistiques-là, c'était produites ou concaténées par mes services et mises à disposition par mes services. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur les sujets énergétiques et sur les questions de mobilité. Je suis restée 4 ans, donc j'ai fait 3 ministres, puisque au ministère de la Transition énergétique, le moins qu'on puisse dire, c'est que les ministres passent.
et donc, je suis arrivée sous Delphine Batho. J'ai connu Ségolène Royal, Nicolas Hulot, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler pendant plus d'une année. Et puis, je suis partie au moment où François de Rugy, peu après que François de Rugy est arrivé. Et à ce moment-là, j'ai décidé de rester dans le public et le PDG du CNES, donc du Centre national d'études spatiales, m'a demandé de le rejoindre en tant que conseillère environnement et climat, où j'ai travaillé pendant un peu plus d'un an à ce titre, donc de conseillère personnelle, sur 2 grands programmes. La stratégie RSE du CNES, que j'ai donc élaborée, et qui a été validée en septembre. Et suite à l'adoption de cette stratégie, la direction du développement durable et de la performance a été créée. Alors, développement durable parce qu'il s'agit de mettre en place et le suivi de la stratégie RSE, et parce que je suis aussi en charge des questions de performance, c'est-à-dire de suivi des systèmes de management et des normes ISO, de l'application des normes ISO 9001 et 14001 que nous avons depuis une petite dizaine d'années, et du déploiement des stratégies, en particulier énergétiques, bas carbone, stratégie préservation de la biodiversité qui rentre dans le cadre de cette stratégie RSE. Et le deuxième volet de mon action, qui était cette fois-ci plus lié à mes tâches de déléguée interministérielle précédentes, c'est le pilotage et l'animation du grand programme d'Observatoire spatial du climat, qui est un des programmes du One Planet Summit, lancé par le président de la République et qui fédère 27 agences spatiales dans le monde, et 3 agences onusiennes, dont le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales, et qui fédère toutes ces agences pour développer des projets opérationnels utilisant des données satellitaires et des données locales, des données in situ et des données socio-économiques pour pouvoir aider à l'adaptation au changement climatique très concrètement dans les territoires vulnérables. Donc, j'ai déployé tout ça. Et donc, aujourd'hui, ce que m'a demandé Patrick, c'est de me focaliser plutôt sur les questions de mobilité. Effectivement, le spatial, nous sommes sur le point de vivre, ce n'est pas encore le cas, mais nous sommes sur le point de vivre une grande révolution des applications spatiales en matière de mobilité. Et je voulais vous en dire quelques mots. Vous allez voir certaines choses qui existent et puis surtout des choses qu'on va développer dans les 10 prochaines années et qui vont vraiment révolutionner la manière dont on envisage le transport, les services, les applications qui peuvent se déployer à partir de là, et surtout de la révolution des infrastructures qu'il y a derrière. Et encore là, je ne vous parle pas d'énergie, je ne vous parle que de spatial. Un petit mot, donc j'ai prévu cette intervention, quelques diapos de présentation du CNES. Ce n'est pas aussi connu que la NASA, mais ça devrait, parce que c'est extrêmement important. C'est l'élément essentiel de la diplomatie française, le spatial, un élément de souveraineté régalienne extrêmement important. Donc, je voulais quand même vous dire 2-3 petits mots là-dessus, je vais aller vite. Ensuite, je vais vous parler de Galileo, dont vous avez peut-être entendu parler. Vous êtes tous comme Monsieur Jourdain. Pour tous ceux qui ont un smartphone qui a moins de 18 mois, reçoivent les signaux Galileo sans le savoir. Et donc, je voulais vous parler un petit peu du GPS parce que c'est du GPS européen, donc qui s'appelle Galileo, et parce que c'est la base de l'infrastructure européenne qui va permettre une importante évolution du transport, pas que, mais c'est vraiment la base. Et ensuite, je vais vous parler de l'application au transport maritime, parce que c'est ce qu'il y a pour l'instant un sujet sur lequel nous avons plus travaillé avec l'ensemble de l'écosystème, un écosystème très bien structuré, le maritime, et donc c'est très intéressant de voir en fait la manière dont on peut utiliser la donnée spatiale pour révolutionner complètement le transport maritime, dont les enjeux environnementaux sont importants. Alors, je vais commencer par quelques petits mots sur le CNES. Donc, le CNES est l'opérateur français de la politique spatiale qui fonctionne sur deux grands piliers, un pilier civil avec de très nombreuses applications, enfin de très nombreux domaines d'intervention, et un pilier de défense et un pilier militaire. Puisque donc c'est ce qu'on appelle des institutions duales. Donc nous sommes une institution duale avec des parties qui sont un peu secrètes en dehors du bureau OVNI, dont vous avez entendu parler certainement en regardant la série sur Canal+, mais qui est un bureau secret. Mais vous avez aussi donc toute la partie défense et sécurité dont je ne vais pas parler aujourd'hui évidemment, et qui fonctionne, qui a son propre mode de fonctionnement.
Et nous sommes opérateurs de politique spatiale, c'est-à-dire qu'à ce titre, nous intervenons pour l'État, au nom de l'État, dans les organisations internationales de l'Agence spatiale européenne, au sein de la Commission européenne, enfin dans beaucoup d'organismes internationaux. Nous sommes la voix de l'État et à ce titre, voilà, c'est notre côté très parapublic. Nous sommes créés en 1961, nous sommes une des plus vieilles agences spatiales du monde, la deuxième d'ailleurs, deuxième agence spatiale, et nous sommes un EPIC, c'est-à-dire qu'on est une entreprise, une vraie entreprise à caractère scientifique et technique et commercial, et c'est-à-dire que nous avons un pilier recherche extrêmement important, je vous dirai quelques mots là-dessus, et on a une complète autonomie financière. Les gens qui travaillent au CNES sont des salariés, ce ne sont pas des fonctionnaires, à très peu de choses près. Et donc, nous sommes force de proposition pour le gouvernement de l'ensemble de la politique spatiale. Et on est un architecte système, c'est-à-dire qu'à partir de 1961, vous savez, c'était l'époque gaulliste, nous avons été le fer de lance de la construction de l'accès, enfin de la souveraineté française en matière spatiale, pour pouvoir permettre un accès de la France à l'espace, un accès autonome à l'espace. Et nous avons été à ce sens le pilier de la construction européenne en matière de spatiale, et c'est pour ça que la base spatiale se trouve aujourd'hui à Kourou. Nous travaillons en partenariat, nous avons 3 tutelles. La totalité de notre budget provient de l'État, ça c'est important. 3 tutelles, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ministère des armées, ministère de l'économie et des finances. D'ailleurs, la tutelle est passée tout récemment, depuis le dernier remaniement, au ministère de l'économie et des finances. Et nous sommes administrateurs du plan de relance pour le spatial à ce titre-là. Et donc, nous avons en fait un écosystème de partenaires qui est à la fois institutionnel, donc les ministères, nous sommes en charge de la mise en œuvre des politiques ministérielles, à ce titre des politiques environnementales, dont je vais un peu plus vous parler, évidemment, politique de défense, bien entendu, et nous sommes donc des vecteurs d'exemplarité dans plein de domaines, et en particulier dans celui qui m'intéresse le plus, le domaine du développement durable. Nous sommes le vecteur de financement pour l'Agence spatiale européenne. Nous avons un budget de 2,5 milliards et la moitié de ce budget, 1,5 milliard, c'est important de l'avoir en tête, la France verse 1,5 milliard par an à l'Agence spatiale européenne pour la mise en place des politiques spatiales. Donc, nous sommes les gestionnaires de cet argent et nous nous assurons que l'Agence spatiale européenne le dépense bien. Nous travaillons énormément avec les laboratoires scientifiques et les universités, puisque c'est le nerf de la guerre. Chez nous, c'est évidemment la recherche, puisque nous concevons des satellites, nous concevons des lanceurs. Et donc, nous fournissons des données, en particulier alors, au niveau européen, la moitié des données des variables climatiques essentielles qui permet au GIEC de faire des modélisations. La moitié de ces variables ne sont documentables que depuis l'espace. Il y a 52 variables, il y en a 26 qu'on ne peut acquérir que depuis l'espace, c'est-à-dire l'importance du spatial dans le domaine de la lutte contre le dérèglement climatique. Évidemment, nous sommes totalement liés à l'industrie, puisque au fur et à mesure que les années sont passées, les satellites qui étaient construits par le CNES sont maintenant totalement construits en matière de télécommunications, en matière d'observation de la Terre par l'industrie, Airbus Defence and Space, Thales, Alenia Space, etc. Donc, toutes ces industries, ces startups, maintenant avec ce qu'on appelle le New Space, développent des satellites. Et donc, le CNES est un petit peu plus en amont. Il fabrique maintenant essentiellement des satellites qui sont des prototypes avec des instruments très innovants dans le domaine de l'observation de la Terre, dans le domaine de la défense, bien entendu, mais beaucoup dans le domaine de l'observation de la Terre et du changement climatique. Donc, nous fabriquons des satellites qui n'existent pas, qui ne sont pas fabriqués en série, dont l'investissement est un investissement d'État, et donc beaucoup sur des sujets très scientifiques. Donc, voilà un petit peu notre écosystème. Je vous passe ça. De toute façon, vous aurez les diapos. Nous avons 4 centres. Nous sommes essentiellement installés à Toulouse. Nous sommes 2500 salariés au CNES et les 3/4 des salariés se trouvent à Toulouse. Nous avons un siège à Paris.
une direction des lanceurs qui est à Paris également, à côté au même endroit que le siège de l'Agence spatiale européenne, et bien entendu la base spatiale à Kourou, de laquelle nous sommes opérateurs au nom de l'ESA avec des accords spécifiques. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le CNES. Je vais maintenant entrer dans le vif du sujet et vous parler de Galileo. Donc Galileo, c'est un programme de l'Union européenne. Il n'y a pas beaucoup de programmes spatiaux qui sont entre les mains de la Commission européenne. C'est tout à fait unique. Il y a un pilotage direct par les États membres, c'est-à-dire ça ne passe pas par l'ESA, hein, ça c'est important, c'est un pilotage direct de la Commission européenne et de l'Agence européenne du système de géolocalisation, hein, ce qu'on appelle GNSS. Donc c'est une décision de souveraineté européenne qui a été prise pour pouvoir disposer d'un système de géolocalisation autonome et indépendant. C'est une décision extrêmement importante sur le plan stratégique puisqu'il existe d'autres systèmes de géolocalisation. Le plus célèbre, c'est le GPS, vous le savez. Il y en a un autre en Russie qui s'appelle GLONASS. Il était très important d'avoir la maîtrise du système de géolocalisation pour l'Europe puisque la géolocalisation, ça se brouille, ça se coupe. Et voilà, dans un univers international complexe, l'Europe a considéré qu'il était indispensable qu'elle soit autonome, étant donné l'importance de l'utilisation des systèmes de géolocalisation dans tous les domaines de la vie économique. Puisqu'il faut savoir, en particulier, que dans le domaine de la finance, les satellites de géolocalisation fournissent des horloges de l'heure atomique, hein, donc sont dotés d'horloges atomiques qui fournissent l'heure sur laquelle sont alignés les systèmes financiers. Donc, vous coupez les horloges, les bourses n'ont plus de moyens de fonctionner correctement. Donc, ça fout par terre le système bancaire. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a considéré qu'on était beaucoup trop dépendant des infrastructures internationales. Alors, on utilise beaucoup moins GLONASS parce qu'il est beaucoup moins précis. Mais quand vous allez en Russie, la Russie coupe l'accès au GPS. Et donc, vous êtes obligé, quand on fait des tirs de Soyouz, par exemple, directement depuis Baïkonour, tous les systèmes que nous utilisons, ils sont dépendants de l'utilisation de GLONASS. Enfin, voilà. Tout ça est intéressant parce qu'il faut bien comprendre que les infrastructures qui vont permettre donc l'utilisation des transports, ce sont des infrastructures stratégiques qui font l'objet de protection en matière de souveraineté. Donc, Galileo, c'est un service ouvert qui est comparable au GPS et qui est plus précis que le GPS. Vous allez voir pourquoi. Puisqu'on a un service de positionnement précis qui va être… Alors, pour l'instant, c'est précis au mètre. Et l'année prochaine, enfin cette année ou l'année prochaine, ça dépend parce que là, avec la Covid, c'est un petit peu compliqué. On a des retards dans les derniers tirs. Mais on aura de la précision à 20 cm et plus pour le domaine de la défense, d'ailleurs, sur la partie duale, enfin, en tout cas, encore plus précis que ça. Et avec un système d'authentification sécurisé qui permet en fait à l'Europe d'avoir accès à des systèmes de protection pour faire en sorte que ça ne puisse pas donner lieu à des brouillages. Comment ça marche Galileo? Donc Galileo, ce système de navigation, alors je crois que d'ailleurs dans un diapo d'après, j'ai un petit qui montre avec la voiture. En fait, c'est un système qui contrairement à… Pourquoi c'est plus précis? Parce qu'on a un système de localisation qui fonctionne sur une localisation avec 3 et puis plus tard 4 satellites qui émettent un signal. Et ce signal, par le croisement des émissions, des calculs de temps de réception du signal croisé entre 3 ou 4 satellites, permet d'avoir une précision qui est beaucoup plus importante que celle que peut avoir le GPS aujourd'hui. Donc, vous avez ce sont des satellites qui sont en orbite à 23 000 km, donc ils sont très hauts, hein, c'est une très haute orbite. Nous avons conçu la constellation de sorte à avoir toujours 3 satellites qui sont accessibles pour le repérage d'un récepteur. Donc, votre téléphone, typiquement, puis les avions, aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est essentiellement les téléphones et on travaille avec les voitures et les bateaux. Plus tard, les avions, c'est un peu plus long parce qu'il faut changer des spécifications assez importantes à l'intérieur des systèmes de réception des avions actuels qui fonctionnent essentiellement avec de l'augmentation de signal GPS qui s'appelle EGNOS, c'est une augmentation de signal européenne. Et donc ça fonctionne comme ça. Le satellite envoie un signal, le récepteur calcule la distance au satellite automatiquement et vous fournit une précision à peu près entre 1 et 5 mètres, et je vous dis à 20 cm plus tard. Donc en gros, ce qu'on dit nous, c'est que avec le GPS, vous savez dans quelle rue vous êtes. Avec Galileo, vous savez de quel côté de la rue vous êtes. C'est l'image qu'on utilise assez classiquement. Aujourd'hui, on a dépassé le 1,5 milliard d'utilisateurs. Vous ne le savez pas, puisqu'en fait, c'est votre téléphone qui choisit automatiquement le signal le plus fort. Et dans 90% des cas, sauf si vous vous baladez à Baïkonour ou si vous vous baladez à certains endroits aux États-Unis, où c'est plus compliqué d'accès, c'est Galileo, le signal le plus fort. Donc aujourd'hui, on a 23 satellites qui sont en orbite. Une fois la constellation complète, on en aura 30. Et donc, on complète un petit peu plus, on complète au fur et à mesure. Les applications satellitaires, vous imaginez tout de suite, pas besoin de réfléchir énormément, comment ça peut être utile dans le domaine des transports. Évidemment, on a des applications de positionnement par satellite à des gestions de flotte. Alors, voiture, évidemment, flotte de bus, c'est déjà en cours, en particulier, c'est déjà en test avec la localisation des bus qui sont équipés de récepteurs GPS et qui s'intègrent dans des systèmes de gestion un petit peu plus vastes qui permettent beaucoup d'applications, de la gestion des trafics, des temps de parcours, l'optimisation des moyens. Ça permet même de faire de la décompte de passagers. Ça permet de faire de l'information aux voyageurs. Vous les avez dans les flottes de bus parisiens, par exemple, vous le voyez sur les applications. Ça vous fait du calcul automatique de temps d'attente. Ça, c'est grâce à la géolocalisation des bus et ça s'affiche. Vous avez de la transmission d'informations automatiquement aux arrêts de bus. Si vous avez des récepteurs, ça, tous ceux qui utilisent les bus parisiens le savent, ou des services d'urgence, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, ça permet d'avoir de la gestion intelligente de transport en commun et de véhicules. Évidemment, sur les trains, je vais en dire un mot tout à l'heure. Sur les avions, je vais moins en parler parce que pour l'instant, les systèmes de localisation des avions sont plus compliqués que ça. Je vous ai parlé d'EGNOS tout à l'heure et le développement du GPS, de Galileo moins utilisé dans ce cadre-là. Et sur les bateaux, je vais beaucoup vous en parler tout à l'heure. Alors, juste pour vous dire pour vous donner un panorama de ce à quoi Galileo peut servir, je vous ai parlé de la gestion du trafic routier. Et en particulier sur… Est-ce que j'ai mis… Non, je ne l'ai pas mis. C'est ce qui a été testé en avril 2020, c'est ce qu'on appelait la Galileo Green Lane, qui est un système d'information permettant d'avoir de l'information pratiquement en temps réel sur les postes sur les files d'attente aux frontières. Ça a été testé en 2020, en particulier au moment du Covid, sur les frontières. Là, vous les voyez, hein, c'est vraiment la carte que vous avez, c'est vraiment de l'information en temps réel qui permet aux transporteurs routiers de savoir à quel endroit il y a trop de trafic, pas assez de trafic pour le passage aux frontières. Donc, ça va se développer. Ça a été testé au moment de la fermeture des frontières. À la frontière, je crois que c'était entre la Croatie, l'Australie, voilà, ça a été l'Autriche à ce moment-là, et ça s'étend, donc c'est en train de s'étendre progressivement à l'ensemble de l'Europe. Évidemment, ça va être très utile au moment du Brexit, hein, voilà. Et donc, c'est une information très, très utile pour le transport routier. Pour toute la partie sécurité, évidemment, très important, si vous avez un véhicule accidenté, très rapidement, vous avez des relais ça fonctionne un peu comme une balise Argos, hein, que tout le monde connaît pour le maritime. Des appels d'urgence et avec un système de traitement par un centre d'appel d'urgence et une assistance ultra rapide. Donc ça, ce n'est pas encore complètement déployé, mais ça fait partie des services de sécurité qu'on peut imaginer.
toute la question du télédiagnostic, évidemment, à partir du moment où vous avez une information qui remonte, et ça on le verra pour le maritime parce que ça fonctionne de la même manière. Vous avez une émission, enfin, des autodiagnostics dans la voiture, vous le savez bien, votre voiture elle fait le diagnostic assez classiquement, il s'est amené à se développer. Envoyer ces informations notamment à un service assurantiel quel qu'il soit, et qui permettent ensuite de vous faire de la maintenance beaucoup plus rapidement. C'est particulièrement très utile ce sera utile pour les véhicules connectés, mais évidemment tout le transport de fret utile. Et puis, tous les autres types de services, de télépéage automatique, de réservation d'hôtel, tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez, de toute façon, où la voiture devient un récepteur de ce type d'informations, vous pouvez imaginer tout type de services qui viennent se greffer sur ces informations. Alors, je voulais juste vous dire dire un mot sur les trains connectés, ça c'est hyper intéressant. La problématique du train connecté, elle est très particulière parce qu'en fait, la localisation des trains, en particulier sur les TGV, s'effectue avec des positionnements de balises, c'est des espèces de balises, des capteurs qui se trouvent sur les voies ferrées à peu près tous les kilomètres. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire en termes de maintenance, en termes de difficulté de fonctionnement des capteurs, c'est extrêmement coûteux. Donc, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Donc, on est en train de travailler, nous, avec la SNCF, pour justement passer au mode d'après, hein, dans le monde d'après, qui permettrait, là, pour le coup, de totalement révolutionner le système de localisation et de trafic ferroviaire, puisqu'on va avoir, en particulier à partir de 2023-2024, des systèmes de géolocalisation tellement précis qu'on pourra gérer le trafic ferroviaire directement avec des récepteurs. Donc, on est en train, la SNCF travaille à la conception des récepteurs qui vont être installés dans les trains, qui permettront en fait de renvoyer il faut mettre en place cette infrastructure, d'envoyer toutes ces informations au lieu de passer par des balises, par ces capteurs qui sont activés au fur et à mesure que le train passe. Vous allez avoir un système de renseignement automatique, d'information automatique qui va arriver dans des centres de gestion qui en plus vont pouvoir être centralisés puisque les capteurs, ils n'envoyaient pas partout. Enfin, voilà. Donc, on va pouvoir avoir des systèmes beaucoup plus centralisés et qui vont permettre de la gestion de trafic beaucoup plus sécurisée. Vous voyez, ça va véritablement, on va combiner l'utilisation de Galileo typiquement avec certains capteurs inertiels ou odométriques pour des tunnels ou des zones montagneuses qui vont permettre d'avoir une robustesse de signal qui permettra de changer. Et alors là, vous imaginez, on est rentré dans l'ère d'après vraiment et la SNCF va vraiment révolutionner ça. Alors, je ne dis pas que les trains ne seront plus jamais en retard, mais en tout cas, ce qu'on est certain, c'est que ça va faire économiser énormément d'argent à la SNCF et ça va permettre d'avoir une gestion de trafic complètement optimisée. Alors, dans le domaine du maritime, il me reste combien de temps, Patrick ? Écoute, là, il est midi, on se donne encore 10 minutes. Hein 10 minutes, ah ben, c'est parfait. Parfait. Je vous fais une petite overview. Je n'irai pas jusqu'au bout du PowerPoint, mais ce n'est pas grave, je vous l'enverrai, puis vous pourrez, puis j'ai mis des petites notes à certains endroits, donc vous pourrez un peu compléter. Dans le domaine du maritime, ce qui est très intéressant pour le spatial dans le domaine du maritime, c'est que le trafic maritime dépend, vous allez le voir, parce que je vous ai fait un petit schéma, dépend d'un nombre colossal de données auxquelles le spatial fournit une réponse. Ce n'est pas toujours le cas, par exemple, sur les problématiques d'antibiorésistance, moi, je n'ai pas de réponse, hein, mais dans le domaine du maritime, on est dépendant de la nature. Et on est dépendant de variables météorologiques, de variables énergétiques, qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, révolutionnées par les technologies spatiales. Et donc, comme vous voyez sur la diapo, dans le domaine du maritime, les activités, enfin, les métiers du spatial peuvent répondre à travers toute leur activité en termes de télécommunication dont je disais tout à l'heure, des technologies qui sont très matures. Hein. Là, pour le coup, les télécoms, c'est très mature, c'est-à-dire transmission d'informations, de communication, sauf que ça va être un peu révolutionné par l'Internet des objets, par les constellations d'IoT, vous allez voir pourquoi.
La géolocalisation, évidemment, comme je viens de l'expliquer, et l'observation de la Terre. Et là, il n'y a que, effectivement, le spatial qui peut donner des réponses qui permettent de faire le lien entre l'état de l'environnement à un moment donné, l'état de la mer à un moment donné, et le routage du navire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, le CNES, donc nous, on a développé un programme qui s'appelle Connect by CNES et qui fait, sur certaines applications spécifiques, typiquement l'agriculture, la santé et le transport et le climat, ça c'est sûr. Dans le domaine du transport, Connect by CNES travaille avec son écosystème, pour pouvoir mettre en place en fait toute l'infrastructure, toute l'ingénierie de data qui va permettre de faire passer le maritime dans le monde d'après, un monde décarboné bien entendu, hein, où on change et où on évite la pollution. Donc voilà, quel est l'intérêt. Hop, je vais apparaître ça. Voilà. Si vous voulez un panorama un petit peu des priorités dans le cadre de mobilité, dans le cadre du transport, vous voyez que vous avez toute une partie routage intelligent. Donc, comment on utilise les vagues. Donc, ça, c'est la courantologie. Comment on peut faire des systèmes d'alerte, de surveillance, etc. Comment on est porté par le courant. Donc, la courantologie qui est révolutionnée avec les satellites. Toute la partie vent, évidemment, suivi du vent, des masses d'air qui permettent d'optimiser encore les trajectoires. Et puis, la sécurisation d'accès au port, dans certains cas. Et tout ça c'est cette partie qui peut être apportée par les satellites. Ça, c'est toutes les infrastructures avec lesquelles on travaille, les infrastructures industrielles. Toute la partie télécommunication, évidemment, avec les débits et la puissance de circulation d'informations, pour lesquels on va mobiliser toute notre action en matière d'environnement, mais aussi des infrastructures de télécommunication qu'on utilise, et évidemment les nouvelles technologies numériques. Et toute la partie des missions environnementales que nous avons qui permettent de surveiller la pollution, l'empreinte biodiversité, toute l'activité logistique portuaire. Là, franchement, je crois que je ne vais pas avoir le temps de vous parler de ça, mais c'est très important, c'est la dernière partie des diapos. Toute la logistique portuaire, l'utilisation des satellites, très important. La surveillance du trafic maritime, typiquement. Et on a en arrière-plan, là, parce que je mets toujours mon nez dans ça, toute la surveillance toute la partie développement durable, c'est-à-dire que cette analyse de priorité en cas de mobilité ne se fait que avec préservation des ressources, avec les énergies renouvelables, mobilisant les biotechnologies, en surveillant l'impact que cela peut avoir sur le tourisme et sur les pêches. Donc, on travaille avec tous ces armateurs qui ont, vous voyez là, je vous ai mis la petite photo de Canopée, qui est donc le démonstrateur, c'est le démonstrateur de technologie smart pour Ariane 6, et donc qui va porter ses bouts d'Ariane à travers l'Atlantique vers la Guyane, et qui va fonctionner avec ses Ocean Winds, avec toutes ces technos prototypées de routage optimisé, de surveillance, de maintenance, vous allez voir. Et donc, on travaille évidemment avec les grands armateurs. Et ça doit voir le jour d'ici assez rapidement, hein, d'ici 18 mois. Les premiers bouts sont en construction. Alors, j'avance un petit peu. Donc, ce que je vous disais, c'est donc nos priorités, c'est ça, routage intelligent, en particulier économie d'énergie. Hein, toute l'idée, c'est quand même ça. La protection d'environnement et la protection de la biodiversité. On n'est pas trop pour les gros paquebots qui vont aller débarquer sur Venise, ça c'est certain. Donc, ça, c'est pas notre target. C'est vraiment pas avec ce genre-là qu'on va travailler. La surveillance des pollutions des ports et lutter, comme je vous disais tout à l'heure, les problématiques d'utilisation durable des ressources et d'analyse des submersions du fait de l'élévation du niveau de l'eau. Et toute la gestion portuaire. Donc,
voilà à quelle aune vous avez des petits ODD de référence, les objectifs de développement durable de référence, à laquelle c'est pour dire que toute cette stratégie, elle est construite dans une optique foncièrement durable. Donc, alors, un petit mot sur la partie, c'est pas ça que je voulais vous dire, je voulais vous passer, c'est ça. Sur les éléments de justification, est-ce que ça veut dire en fait que de faire du routage intelligent, je voulais vous mettre ça, du routage intelligent, pourquoi c'est important? Parce que le marché français, vous avez ici la part du chiffre d'affaires par secteur maritime en France, vous l'avez là, hein. Et le transport et la logistique, c'est à peu près 30 milliards d'euros par an. Et donc, vous voyez que c'est un secteur, on va dire, dans lequel il y a potentiellement des marges de développement, donc ce qu'on appelle de croissance verte, extrêmement importantes, sachant que 5% des émissions mondiales de CO2 sont dues au transport maritime. Donc, voilà, on est en train de se dire que c'est pour nous important que de viser cette partie-là du marché pour essayer de faire de l'optimisation. D'autant que 20% du chiffre d'affaires qui est généré qui est dépensé, du chiffre d'affaires qui est généré par les navires est dépensé en carburant. Donc, vous voyez que si on peut faire des économies, c'est win-win dans cette affaire. On fait faire des économies, si on peut faire des économies substantielles à l'industrie maritime en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, un petit calcul assez simple nous fait montrer que à peu près on peut avec une optimisation du trajet d'à peu près 10%, on arrive à faire économiser par an 600 millions d'euros aux acteurs français du transport maritime. Donc, quand on est allé les voir, ils nous ont tout de suite écoutés et on a tout de suite pensé qu'il fallait impérativement qu'on travaille ensemble. Alors, sur quoi on travaille? C'était la diapo suivante que je voulais vous montrer. Voilà. Sur quoi on travaille, on a travaillé à partir du besoin de données, c'est-à-dire pour pouvoir faire du routage intelligent, de quel type de données on a besoin et en quoi le spatial, c'est pertinent. On a besoin des données des conditions, toutes les conditions météo. Et ça, on a besoin des émissions de la courantologie, ce que je vous disais tout à l'heure. La courantologie, c'est-à-dire l'analyse des courants par observation satellitaire. Ça, ce sont des données qui viennent de Copernicus, hein, c'est-à-dire le système d'observation de la Terre européen, qui a un certain nombre des satellites de la constellation Sentinelle et qui fait de l'observation infrarouge, en particulier de la mer, et on a des modèles de courantologie, donc on sait en temps réel quasiment dans quel sens vont les courants. Ces données sont publiques, elles sont transmises par le service Audatis de Copernicus et elles sont stockées dans l'infrastructure de recherche DataTerra, donc facile à accessible. Évidemment, on a besoin aussi des émissions des ports, c'est-à-dire pour router un navire sur un port ou sur un autre en fonction de la saturation en termes de pollution des ports, ou de la saturation des ports, soit en termes de trafic, soit en termes de pollution. Et donc, ça aussi, c'est Searoute qui le fournit, donc c'est une donnée qui est accessible. On a, avec toutes les données, là, les données DataTerra, TEIA, Audatis, tout ça, ce sont des pôles de données européens qui fournissent de l'information en temps réel sur les obstacles géographiques, typiquement les icebergs. Hein, comme vous avez vu, pendant la route du Rhum, il y avait un peu la Transat, pardon, pas la route du Rhum, la Transat, qui est en cours, CLS, donc notre filiale, fournit en temps réel aux navigateurs des informations sur les icebergs qu'ils trouvent sur leur route. Donc ça, c'est une information qui n'est pas compliquée à obtenir, qu'on a déjà. Donc, tous les obstacles opérationnels, ça, c'est le trafic maritime, et les obstacles en termes de biodiversité, c'est-à-dire la surveillance des grands bancs de poissons, typiquement des grands cétacés, donc il faut protéger. Et aussi, là, ce n'est pas marqué, mais ce qu'on appelle les obstacles de biodiversité, les obstacles en termes de pollution, vous avez entendu, hein, l'affaire de ce navigateur,
m'échappe à l'instant, là, Kevin, j'oublie son nom de famille. En fait, son bateau s'est brisé sur un vortex de plastique. Voilà. C'est quand même assez effrayant. Et donc, ça aussi, pour certains navigateurs, c'est très important. Donc, ça, ce sont des données. Donc, on croise des données météo, on croise des données géographiques, des données biodiversité, etc. On a ce qu'on appelle les données AIS, ce sont les données, les balises obligatoires d'émission des bateaux, c'est-à-dire qu'on sait où ils se trouvent, donc ils émettent, hein, c'est des données d'identification des bateaux. Et on croise l'identification, le signal envoyé par le bateau, et on croise à ce que l'on observe, parce qu'il y a des bateaux qu'on ne voit pas de signaux, donc s'ils n'envoient pas de signaux alors qu'on les observe, c'est que c'est des bateaux illégaux. Voilà, ça c'est une autre utilisation du satellite dont je pourrais vous parler en matière de surveillance et sécurité. C'est un peu moins rigolo. Les vents, les vagues et les courants, toutes ces informations qui permettent d'avoir des algorithmes de routage et qui sont en particulier travaillés par un satellite qui s'appelle CFOSat, hein, c'est une mission, une constellation, qui permet, il y a plusieurs satellites, qui permettent d'avoir la topographie des océans. Toutes ces données-là, vous voyez, plus les équipements connectés. Ça, c'est la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure sur les voitures. Et alors ça se développe de plus en plus. C'est-à-dire tous les équipements connectés qui envoient des signaux d'état de fonctionnement du bateau. Tout ça, ça constitue des inputs pour le navire qui va lui permettre de tracer, d'optimiser sa route, de faire en fonction du choix de la propulsion. Et là, évidemment, on postule qu'à l'avenir, on ne va plus fonctionner aux fossiles, c'est quand même aux énergies fossiles. Et qui donc, en fonction, si vous avez des équipements hydrogène, si vous êtes sur un mix énergétique, typiquement comme sur Canopée, vous articulez du vent, de l'hydrogène, eh bien, vous optimisez votre route, vous allez avoir des algorithmes de calcul en fonction du choix de votre propulseur qui vont optimiser votre route selon les vents. S'il n'y a pas de vent, à ce moment-là, vous allez typiquement passer à l'hydrogène, c'est-à-dire à l'électrique. Va pouvoir vous calculer, vous faire une route optimisée en fonction de votre mix énergétique et en fonction des informations qui sont données sur les vents, les vagues, les courants, les obstacles, etc. Donc, vous allez avoir un système de calcul automatique et de gestion des wings avec un routage en temps réel. Et en fonction des équipements connectés, des besoins de maintenance qui vont être signalés et envoyés encore par satellite et qui vont permettre que quand vous arrivez au port, non seulement vous arrivez plus vite, vous avez consommé moins d'énergie, vous avez envoyé les signaux des nécessités, des besoins de maintenance, ça optimise la réduction du temps que vous allez passer dans le port, ça optimise le temps de trajet, ça optimise la pollution, ça optimise tout. Donc voilà un peu, alors, attendez, c'était pas ça que je voulais vous mettre. Alors, du coup, on travaille avec des armateurs et des grands ports qui ont exprimé déjà toute une série de besoins et avec CMA CGM, avec Naval Group pour la partie des opérations militaires, pour toute la partie en fait approche en conception des bâtiments. Vous allez avoir donc une transformation de la conception du bateau et évidemment l'adaptation des ports, puisque là, pour le coup, il faut aussi que les ports soient adaptés à recevoir ce type d'informations. Et pour tout ça, donc, le CNES travaille avec des startups, des startups qui vont donc utiliser les signaux parce que nous, le spatial, on produit toute la donnée, mais encore faut-il qu'elle soit utilisée, que les services soient produits, que les données, que les algorithmes soient produits, que les services soient vendus. Enfin, entre l'existence de la donnée et la création du service, il y a en fait un monde et c'est ça que fait un peu Connect by CNES, c'est de faire travailler ensemble les spécialistes de la donnée et les privés, donc les opérateurs privés qui vont produire du service à la demande des grands armateurs et à la demande des ports. D'où Connect, puisqu'on connecte ces univers-là. Donc, tout ça, effectivement, c'est en développement. Ça n'existe pas encore, ça n'existe pas encore complètement. Bon, cette diapo était pour vous montrer en fait que pour nous, ça nous oblige aussi à imaginer quelles doivent être, enfin, à anticiper la demande, parce qu'on anticipe bien la demande scientifique du GIEC, mais on anticipe aussi la demande du privé, c'est-à-dire de quel type de satellite on va avoir besoin. Les satellites, ça a des durées de vie. Ça a des durées de vie, ça varie entre 6 ans pour des satellites prototypés et puis une dizaine d'années. Des fois, on pousse à 12, mais vous voyez, ce n'est pas très long. Or,
les industriels, ils ont quand même besoin d'avoir une visibilité. On est en train de construire une infrastructure, c'est un peu comme quand on construit une autoroute. Faut pas, si on dit, en fait, l'autoroute, elle est là pour 10 ans, mais en fait, après, il n'y a plus d'autoroute, quoi. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, on est en train ça veut dire qu'on est en train de reconcevoir des infrastructures, de programmer les infrastructures, mais il faut les payer. Ces satellites, ça coûte cher. Et donc, ça veut dire que c'est une concertation au niveau européen. Et nous, on fait remonter au niveau européen tous ces besoins. Donc, ça, ce sont les missions dont je vous parlais. Jason, c'est l'altimétrie, Attica, Sentinelle, tout ça, c'est des services Copernicus qui fournissent des données d'observation de la Terre, météorologie, etc., et courantologie. CFOSAT et SWOT, ce sont les futures missions qui sont en train d'être conçues, des missions d'hydrologie en particulier. Donc, on est en train de compléter pour toute cette demande et pour pouvoir intégrer de la donnée spatiale ensuite en aval dans des solutions d'acteurs. Nous, on dit voilà quel type de données. Les acteurs en aval, ils disent voilà, moi j'ai besoin de ce type de données-là. Donc, comment on doit concevoir les missions spatiales pour qu'on puisse vous les apporter? Quel type de revisite? La revisite, c'est le temps qu'il prend à un satellite pour revenir. Ça peut prendre 15 jours, ça peut prendre 5 jours, ça peut prendre 2 jours, ça dépend des orbites, etc. Donc, tout ça est travaillé, ça c'est le travail du CNES pour pouvoir, voilà. Je vais m'arrêter là, mais sachez que derrière, j'ai toute l'évolution numérique des ports que vous trouverez là, tout ce que ça veut dire en termes de pollution, en termes de suivi, etc. Quel type de données on a besoin. Enfin voilà, vous avez à peu près 3-4 diapos qui vont vous parler de ça. Voilà, j'étais un peu rapide, je suis désolée, j'espère que ça vous a intéressé.